Bonjour, je m'appelle Bassim, je suis d'origine somalienne et je vais vous parler d'un objet qui a un lien avec mon pays d'origine. J'ai choisi cet objet avant tout parce qu'il me rappelle de très bons souvenirs avec mon père, c'est lui qui me l'a présenté, dans le but de me montrer l'accoutrement traditionnel porté dans notre pays, composé notamment d'une lance et d'un bouclier. Ce qui m'a d'abord attiré vers cet objet, c'est sa familiarité. Mais en effectuant des recherches pour en apprendre davantage sur son origine, j'ai été surpris par le manque d'informations disponibles, ainsi que par certains éléments du contenu pouvant être offensants pour les personnes concernées. Par exemple, dans la fiche du MEG, il est indiqué que cet objet est associé à la population dite d'Ankali. Mais saviez-vous que l'étymologie de ce mot est problématique? En approfondissant mes recherches, j'ai découvert que Dankali vient de l'arabe et signifie littéralement imbécile ou stupide, un terme utilisé de manière péjorative pour désigner ces êtres humains. Cela soulève des interrogations éthiques quant aux termes utilisés dans les notices muséales. Dans le cadre d'un recueil de témoignages au sein de ma famille, j'ai interrogé un aîné à propos de cet objet, dont je souhaitais mieux comprendre la signification et la fonction. Pour éviter d'influencer ses réponses, je lui ai présenté cet objet sans aucun contexte ni explication préalable. Dans le but d'observer ses premières impressions, sa réaction était totalement différente de ce qu'on pourrait croire. Au lieu d'y voir une arme, il l'a interprété comme un symbole de tradition, une parure ou un élément culturel. Cette perception que partagent d'ailleurs de nombreuses personnes m'a amené à m'interroger sur la véritable fonction de cet objet. À quoi servait-il réellement? À qui était-il destiné? Et dans quel contexte était-il utilisé? Sa fonction première était probablement la chasse, puis celle-ci a par la suite évolué pour devenir un symbole culturel. En effet, toujours selon le témoignage collecté, au XXe siècle, les Somaliens étaient réputés pour être de bons cavaliers et utilisaient des sabres et des épées pour se défendre. Il semblait donc presque insensé par le témoin d'affirmer qu'à cette époque, la lance était encore utilisée comme une arme. Plus j'avançais dans mes recherches, plus de nombreuses questions surgissaient dans mon esprit. Et si cet objet avait pu parler? Je lui aurais simplement demandé dans quel but as-tu été créé? À quoi servais-tu? Était-ce pour la chasse? Pour se défendre? Malheureusement, la vérité demeure incertaine, car en fonction de la période de sa création, cet objet a probablement vu sa fonction évoluer au fil des époques. Selon moi, certaines des informations fournies par le MEG sont discutables et méritent une réévaluation. En effet, cette lance est souvent perçue comme une arme évoquant la violence, mais pourtant, il est essentiel de comprendre son usage traditionnel et sa signification culturelle avant d'en tirer des conclusions hâtives. À mon sens, lorsque l'on parle de l'altérité à un public, cela implique une grande responsabilité. Il faut donc porter une attention particulière aux termes employés pour décrire la fonctionnalité d'un objet, afin de ne pas véhiculer une représentation erronée. Dans le cas de la lance, des informations subjectives peuvent en effet alimenter l'idée réductrice d'associer systématiquement la Somalie à des clichés liés à la guerre ou les armes, sans s'interroger sur la signification réelle de l'objet et sur son contexte culturel. Une approche qui me semblerait plus intéressante consisterait justement à explorer ses racines, savoir d'où il provient exactement, à quelle époque il a été conçu pour la première fois et quelle était sa fonction initiale, rituelle et culturelle. Cela rendrait non seulement la réflexion plus rigoureuse, mais aussi plus enrichissante. Je souhaite vous parler de mon pays, la Somalie, mais sous un angle neutre et objectif, loin des idées réductrices auxquelles on a malheureusement pu l'associer. Colonisation, guerre, famine, chaos. Ces représentations, bien que reflétant une partie de sa réalité, ne définissent pas pour autant son histoire, car la Somalie possède une richesse naturelle et culturelle immense, souvent méconnue. Commençons par la poésie. Saviez-vous que la Somalie est surnommée la nation des poètes? Il existe en effet différents types de poésie, chacun ayant son style, son rythme et sa fonction. Certaines sont utilisées pour raconter des événements historiques, d'autres pour exprimer des émotions, transmettre des conseils ou encore faire l'éloge de figures importantes. Cette tradition est même reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Elle incarne l'âme du pays, raconte ses luttes, ses victoires et ses célébrations. À travers les vers, les Somaliens transmettent leurs valeurs, leurs histoires et leur identité. Parlons aussi de la famille, une institution sacrée en Somalie. Elle dépasse le noyau familial, proche pour inclure oncles, cousins, tantes, même éloignés. Solidarité et générosité ne sont pas que des mots. L'accueil et la bienveillance envers autrui, qu'ils soient proches ou étrangers, sont des principes fondamentaux. Ces valeurs unissent les Somaliens, dans l'épreuve comme dans la joie. Et que dire de ces paysages? Loin des images désertiques, la Somalie offre une diversité insoupçonnée, avec plus de 2300 km de côtes, parmi les plus belles de l'océan Indien, avec des plages immaculées, des montagnes
des forêts tropicales. Ce pays a d'ailleurs un carrefour maritime historique, reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Le patrimoine matériel et culinaire témoigne aussi de cette richesse culturelle. Les tenues traditionnelles colorées et symboliques, Dirak, tissu porté par les femmes, comme le marawis porté par les hommes, varient selon les régions et les occasions. Les bijoux sont eux aussi très variés, d'argent et de perles, et sont souvent transmis de génération en génération. Ils ne sont pas seulement décoratifs, mais chargés de sens culturel et affectif. La gastronomie, quant à elle, est un mélange savoureux d'influences africaines, arabes et indiennes. Des plats comme le beris, iskoukaris, riz parfumé aux épices, ou les sambusa, des beignets farcis, s'échangent lors des fêtes, transformant chaque repas en un moment de partage. Je vous partage ces éléments, non pas pour nier les défis auxquels la Somalie est confrontée depuis de nombreuses années, notamment les conflits géopolitiques et les tensions persistantes, mais pour vous inviter à explorer ce pays dans toute sa diversité, de manière construite et pertinente. La Somalie ne se résume pas aux images souvent véhiculées. Elle se découvre, elle s'écoute, elle se comprend. C'est une terre d'histoire, de culture, de résilience et d'une beauté encore trop méconnue.